Hello mes petits mystères. Cette fois, je vous embarque direction les États-Unis, dans l'État du Michigan, pour vous raconter une des affaires de disparition les plus étranges et jamais résolues dans l'univers de l'US Air Force. Affaire plus connue sous le nom de l'incident de Kinross. C'est parti. Un soir de novembre 1953, un radar du commandement de la défense aérienne des États-Unis attire l'attention des opérateurs. Un objet se déplace à plus de 800 km/h au-dessus du lac supérieur du Michigan, près des écluses de Sioux, se trouvant à l'abord de la frontière américano-canadienne. Aucun avion civil ou militaire en vol dans la région ne correspond au signal qu'a détecté le radar. De plus, la cible se situe dans une zone déclarée interdite à toute navigation aérienne civile. Immédiatement, les DC contactent suivant la procédure la base de Kinross, une base satellite de la garde nationale aérienne de Truax Field, se situant au nord-est de l'État de Michigan. Les lieutenants Moncla et Wilson ont la mission de prendre en chasse l'objet à bord de leur avion à réaction, un F-89C Scorpion. Le premier lieutenant Félix Moncla a pris le siège du pilote, tandis que le sous-lieutenant Robert Wilson observait le radar à l'arrière. Une fois en vol, le lieutenant Wilson avait du mal à suivre l'objet inconnu sur son écran radar, qui changeait de cap constamment. Les opérateurs au sol guidaient les aviateurs par radio pour les aider dans leur chasse-poursuite. Les pilotes poursuivirent l'objet pendant 30 minutes, passant de 30 000 à 7 000 pieds, se rapprochant très progressivement de la cible. Jusqu'à ce moment-là, où un phénomène étrange se produit. L'écran de la tour de contrôle indique que les deux signaux radar ont comme fusionné, laissant apparaître qu'un seul blip. Tout à coup, l'écho du F-89C disparut de la lunette radar de la station, laissant place au premier retour radar indiquant l'OVNI, qui vira de bord, puis disparut soudainement à son tour. Malgré les tentatives répétées de contacter les pilotes par radio, les opérateurs restèrent sans réponse. Ce soir-là, le premier lieutenant, Félix Moncla, 27 ans, et son sous-lieutenant, Robert Wilson, ne reviendront jamais de leur mission aérienne. Craignant que les deux appareils ne se soient percutés, la force aérienne, la garde côtière des États-Unis, ainsi que l'aviation royale canadienne ont mené une vaste opération de recherche et de sauvetage durant 5 jours. Malgré leurs efforts, aucune trace d'épave, ni aucun signe des pilotes n'a jamais été retrouvé. Ils ont tout bonnement disparu. Le communiqué de presse officiel de l'armée de l'air déclara que l'avion disparu a été suivi par un radar jusqu'à ce qu'il fusionne avec un objet à 70 miles dans le haut du Michigan. La déclaration étant apparue dans un article du Chicago Tribune, l'armée de l'air rétracta rapidement cette annonce et la modifia. Selon la nouvelle déclaration, les opérateurs radars de contrôle au sol avaient mal lu la portée. Le F-89 avait terminé avec succès la mission, interceptant et identifiant l'OVNI comme étant un Dakota, un avion C-47 de l'aviation royale canadienne, ayant dévié à quelques 30 miles de sa trajectoire. Que le lieutenant Moncla, probablement atteint de vertige, s'est écrasé dans le lac lors du retour à la base. Les responsables canadiens ont réfuté le récit, déclarant à leur tour qu'aucun vol n'avait eu lieu dans la région cette nuit-là. Selon Donald Keyhoe, ancien aviateur du corps des marines américains, devenu célèbre en publiant des enquêtes sur les ovnis, écrivit que cet incident est l'un des cas les plus étranges jamais enregistrés. Dans son livre de 1973, il écrit de nouveau sur l'incident. 2 représentants distincts de l'Air Force ont fourni à la veuve du lieutenant Moncla des explications contradictoires de l'incident. Dans une version des événements, le pilote s'était écrasé dans le lac volant trop bas. Dans l'autre, l'avion a explosé à haute altitude. Le projet Blue Book, une commission mise en place en 1952 par l'US Air Force, afin d'étudier et d'enquêter sur les phénomènes ovnis, réitéra l'affirmation de l'armée de l'air, déclarant que le F-89 a accompli avec succès sa mission, que le crash était un accident, probablement causé par une attaque de vertige, que le comportement anormal du radar était dû à des conditions atmosphériques inhabituelles, puis a estimé que l'incapacité de récupérer l'épave était compréhensible, étant donné les eaux profondes. Pendant ce temps, les enquêteurs du Comité national des enquêtes sur les phénomènes aériens
ont découvert que toute mention de la mission avait été rayée des archives officielles, et que la ligne officielle du Centre de renseignement technique aérospatial indiquait sur l'affaire les informations suivantes. Il n'y a aucun enregistrement dans les fichiers de l'armée de l'air de l'observation à Kinross le 23 novembre 1953. Aucun cas dans les dossiers ne ressemble même étroitement à ces circonstances. En l'absence d'une explication officielle approfondie et satisfaisante, les groupes de soucoupes civiles, comme les appellerait le projet Blue Book, ont développé leur propre théorie. Selon l'un d'eux, le jet s'était écrasé dans le faisceau protecteur de l'OVNI, comme un mur de béton. D'autres ont émis l'hypothèse que le jet avait peut-être été récupéré dans les airs et emmené à bord du vaisseau spatial, peut-être pour que les hommes capturés puissent enseigner l'anglais à leurs ravisseurs extraterrestres. L'incident de Kinross n'a pas pu être expliqué et a par la suite disparu de la mémoire publique. Mais en 1968, l'affaire a repris de l'intérêt lorsque des pièces d'avion ont été découvertes près de la rive est du lac Supérieur. Un responsable de l'armée de l'air a confirmé que les pièces de l'avion provenaient bien d'un avion à réaction militaire, laissant présumer qu'il s'agissait peut-être des restes de l'avion à réaction des lieutenants Moncla et Wilson, issus de l'incident de Kinross en 1953. Malheureusement, l'identité exacte et les spécifications des pièces n'ont jamais été publiées. De plus, le gouvernement canadien a déclaré ne pas avoir reçu de compte-rendu officiel de cette découverte. En 2006, un groupe de plongeurs local du Michigan a affirmé avoir découvert les restes du Scorpion au fond du lac Supérieur en utilisant un sonar de dernière génération. Le groupe s'annonça comme étant une association connue sous le nom de la Compagnie de plongée des Grands Lacs, son porte-parole étant un homme nommé Adam Jiménez. Le site internet de la compagnie avait publié 2 images sonars de la découverte présumée, l'une représentant un contour flou, ce qui semblait être un Scorpion F-89 coulé dans le lac, et presque entièrement intact, l'autre représentant un objet en forme de larme, suivi d'une traînée de sable. Un email concernant cette découverte insolite a été envoyé à un célèbre ufologue américain, qui l'a ensuite transmis à un forum populaire de recherche sur les ovnis. Pendant que la popularité de la découverte continuait de croître, les enquêteurs commençaient à approfondir les détails de ces déclarations. Seulement, de plus en plus d'incohérences apparurent dans les affirmations d'Adam Jiménez. Par exemple, il n'existait aucun document officiel indiquant que la Compagnie de plongée des Grands Lacs était une véritable entité. Au moment même où les journalistes et les enquêteurs commencèrent à approfondir les détails de cette découverte sensationnelle, le site web de la société a soudainement disparu d'Internet sans aucune explication. Les enquêteurs concluent que la Compagnie de plongée des Grands Lacs n'avait jamais existé et que les affirmations de cette découverte ont été considérées comme un canular par la communauté ufologique dans son ensemble. Adam Jiménez étant incapable de fournir des détails sur la structure réelle de la société ou sur le type de navire qu'il avait utilisé pour leur expédition sous-marine. La famille des pilotes disparus ne sauront jamais réellement ce qui est arrivé à leurs proches. L'histoire officielle fait état d'une collision tragique entre 2 aéronefs. Les nombreuses contradictions dans ces divers rapports et l'absence de découverte officielle d'épave ont alimenté davantage de spéculations quant à savoir si l'armée de l'air américaine s'était ou non livrée à la dissimulation d'une véritable rencontre avec un ovni. Ce qui est certain, c'est que le mystère planant autour de l'incident de Kinross continuera probablement à perdurer. Et vous, mes petits mystères, croyez-vous aux visiteurs venus d'ailleurs ? À bientôt sur Mysterium. Peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre.